Bien, eh bien écoutez, je crois que vous êtes tous les deux très attendus pour cette table ronde, puisqu'on a parlé de la formation des professionnels de santé, je pense, une dizaine de fois au minimum depuis ce matin. Donc, merci à tous les deux. Donc, merci Mathieu Faure. Vous êtes donc directeur de projet, vous êtes surtout expert formation donc, auprès de la délégation numérique aux santé du ministère de la Santé. Et puis également, nous avons la chance d'avoir le docteur Alain Trébuc, donc vous êtes le dirigeant de Global Media Santé, également donc l'éditeur de Egora, qui est partenaire et qui nous a permis d'adresser auprès des problèmes de santé. Vous savez que c'était, Alain, une des tendances très fortes que nous souhaitions pour cette conférence. Et le nombre de participants est inscrit hier à plus de 3500, a prouvé que c'était la bonne approche. Et donc, on souhaitait, avec Vassinia, vous poser déjà une première question par rapport à cette thématique de la formation des problèmes de santé. Exactement. Bonjour Mathieu. Donc, Jérôme l'a rappelé, le sujet de la formation a été évoqué de nombreuses fois depuis le début de notre conférence. Preuve qu'il est aujourd'hui au centre, en tout cas, des problématiques qui entourent la santé numérique. Un appel à manifestation d'intérêt qui vise à donner à tous les professionnels de santé et médico-sociaux une formation en santé numérique a été dévoilé la semaine dernière. Il est doté de 71 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler les grandes lignes ? Et puis peut-être, est-ce que vous pouvez nous parler plus globalement de l'enjeu de la formation pour les professionnels ? Il s'impose aujourd'hui dans le débat. En quoi ça consiste ? Parfait, merci beaucoup également pour l'invitation. Donc, effectivement, et voilà, je suis ravi du coup d'être là pour parler de ce sujet aussi important qu'est la formation. Et vous l'avez bien vu avec l'ensemble des intervenants de ce matin. Donc, le numérique en santé avance. Voilà, il y a des grandes avancées depuis ces dernières années et qui se concrétisent. On a des grands programmes d'investissement. Je pense bien entendu au Ségur numérique et à la stratégie d'accélération. Cette stratégie d'accélération qui vise à faire quand même la France le leader européen en santé numérique, ce qui est intéressant, c'est qu'elle pose la formation comme la condition sine qua non de cette réussite. Si l'on veut être le leader en fait, européen en numérique en santé, on se doit en fait, du coup, de former nos professionnels de santé, nos experts au numérique en santé. Et donc pour cela, elle consacre un budget sur les 650 millions d'euros de la stratégie d'accélération, de 81 millions d'euros sur la formation, dont l'appel à manifestation d'intérêt en fait, à 71 millions d'euros. L'objectif prioritaire du coup, pour nous dans la formation, ce n'est pas le seul, mais c'est bien entendu l'ensemble des professionnels de santé. Ce que l'on souhaite, c'est les accompagner dans cette montée en compétences en fait, sur le numérique en santé, pour que demain, tous les professionnels de santé, médecins, infirmiers, pharmaciens ou autres, aient ce socle en fait, du coup de base pour bien entendu leurs usages de maintenant, mais également anticiper les usages de demain. Et pour cela, deux réponses. Un, nous avons défini avec les organismes représentatifs, les conférences nationales des doyens, les conférences des écoles paramédicales, les associations nationales étudiantes, un référentiel de compétences au numérique en santé. C'est quoi les compétences au numérique en santé que tous les professionnels ont besoin là maintenant ? Et cet AMI, donc qui va venir à financer du coup, la mise en place de ce référentiel de compétences, du coup, par tout simplement l'enseignement dans les formations médicales, paramédicales et travailleurs sociaux. Un des sujets qui a été adressé notamment lors de la présentation de la stratégie d'accélération, c'est notamment la massification de cette formation et de pouvoir, si vous me permettez l'expression, un peu comme la chaîne de froid, de toucher l'ensemble des acteurs. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette importance de la formation sur tout au long de la chaîne en fait, qui touche bien sûr le parcours de soins ? Bien sûr, tout à fait. C'était un petit peu toute l'initiative de cette stratégie d'accélération, c'est qu'il y a déjà, bien entendu, des enseignements qui sont faits au numérique en santé, mais qui malheureusement sont trop disparates, en fait, du coup, même s'il y en a qui sont de très bonne qualité, mais tout le monde n'a pas accès à ces enseignements-là et ce ne sont pas les mêmes. Et donc, pour nous, et c'est pour cela qu'on a travaillé sur ce référentiel, c'est de dire, déjà, on pose les bases, en fait, c'est quoi les compétences au numérique en santé, et on vient les financer. Mais on ne s'arrête pas là. Afin que l'on s'assure que demain, l'ensemble de ces professions de santé, du coup, et ces enseignements, on vient modifier tous les référentiels de compétences de ces professions. Du coup, les référentiels des médecins, des infirmiers, des pharmaciens ou autres vont être modifiés petit à petit pour que l'on s'assure que demain, un étudiant en médecine, en pharmacie, en infirmière aura ses compétences au numérique en santé. Et pour cela, c'est aussi pour ça que nous avons l'AMI. Nous venons bien entendu accompagner les établissements pour le recrutement d'ingénieurs pédagogiques, d'enseignants, pour que bien entendu, ils puissent accompagner cette transition et proposer à leurs étudiants ces formations au numérique en santé pour que demain, et nous visons d'ici 5 ans, 400 000 étudiants du coup, qui seront formés au numérique en santé. Et c'est la quasi-totalité des étudiants de professions de santé en flux.
Dans le cas de l'AMI, donc je crois que la date est annoncée au 24 février, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'organismes de formation, et on va certainement en parler avec le docteur Trébuc. Je crois que également l'impulsion universitaire est un élément important dans cette AMI. Tout à fait. Donc, l'AMI, qui est porté bien entendu par le SGPI dans le cadre du PIA 4, et derrière qui est piloté par le MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et le MSS, et qui va donc permettre de financer cela avec une première levée au 24 février. Mais je rassure d'ores et déjà, en fait, du coup, les établissements, il y aura 3 levées par an pendant 3 ans. Donc, bien entendu, ceux qui seront du coup le plus en avance pourront dès le 24 février nous proposer leur dossier. Mais bien entendu, il y aura le temps pour cela, en fait, de rentrer dans les détails. Tout simplement de donner le temps de pouvoir y répondre. Par ailleurs, nous organisons du coup semaine prochaine justement un événement dédié à la formation où nous répondrons à tous ces sujets-là beaucoup plus en détail en fait. Donc je vous remercie en avance du coup de pouvoir l'annoncer ici. Donc ne pas hésiter à aller sur la page Genius sur la formation où vous retrouverez l'ensemble des informations sur cet événement et notamment les liens d'inscription. Très bien. Merci Mathieu. Alors Alain, vous suivez ce sujet de la formation depuis plusieurs années. Vous avez été bien sûr impliqué aussi en tant que représentant de différents organismes de formation. Donc ça vous allez pouvoir nous le rappeler. Comment vous voyez avec aussi le quotidien? On l'a vu avec votre revue donc Egora, où vous avez fait un sujet spécial autour de la santé numérique. On souhaitait avoir ce matin votre éclairage, votre vision de ces évolutions et comment aujourd'hui les médecins généralistes, l'ensemble des problèmes de santé, s'approprient ce sujet de la santé numérique. Alors, d'abord, merci Jérôme de m'avoir convié. Je crois effectivement que dans une entreprise comme celle que j'ai le plaisir de diriger, un Global Média Santé qui édite un certain nombre de publications, notre rôle, il est à la fois un rôle de média à part entière et donc effectivement de relayer toute cette information qui est relative à cette transformation du système de santé par l'arrivée de toutes ces solutions dont on a parlé toute la matinée, c'est aussi celui de former. Alors on a une double activité entre cette partie média et la partie formation. La partie média, c'est effectivement de pouvoir identifier sur le terrain toutes les initiatives locales qui se multiplient, et Dieu sait si ça foisonne à l'heure actuelle. On échangeait, en attendant d'entrer sur ce plateau avec Mathieu, je parlais par exemple d'une initiative en Auvergne sur la prise en charge des patients insuffisants cardiaques. L'insuffisance cardiaque, c'est un des premiers motifs d'hospitalisation non programmée chez la personne âgée. Aujourd'hui, avec une simple balance connectée, on peut équiper, donc, qui est fournie à chaque patient insuffisant cardiaque, on peut déceler par anticipation une décompensation de cette insuffisance cardiaque, déclenchée donc par cette prise de poids inexpliquée, l'intervention d'une infirmière qui elle-même s'appuie sur un algorithme pour ensuite déclencher la visite du médecin généraliste qui va mesurer effectivement les conséquences, l'origine de cette prise de poids, éventuellement adapter le traitement, notamment diurétique, et éventuellement aussi déclencher la visite du cardiologue. Tout ça a été évalué sur le plan médico-économique. On s'aperçoit que, effectivement, par l'évitement de ces hospitalisations pour épisodes de décompensation, qui sont des hospitalisations très coûteuses parce qu'en soins intensifs, eh bien, en dehors, effectivement, de l'amélioration de la qualité de vie de ces patients insuffisants cardiaques, on économise des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Et notre frustration à nous, c'est effectivement de se dire, bah oui, on identifie ce type d'initiative, on en parle dans nos différents médias, et pourtant, ça ne diffuse pas davantage sur le terrain. Donc, on a effectivement ce rôle de médias, on a aussi ce rôle de formation, c'est-à-dire, effectivement, de former les professionnels de santé sur le parcours de soins de ces patients insuffisants cardiaques. Alors, juste un mot, parce que je voyais la dia qui s'affichait. C'est vrai qu'une entreprise de presse professionnelle, aujourd'hui, c'est un peu un laboratoire, finalement, de ce qui se passe avec la transformation digitale. Parce qu'on a effectivement, comme toute presse, on a eu des financements provenant de la publicité. Ces financements, ils se sont effondrés au tournant du siècle actuel. Et beaucoup de publications ont disparu.
Pour s'adapter, il faut effectivement faire en sorte que le public paye son abonnement à la presse professionnelle. Et le digital est un outil formidable pour ça. Et notamment avec une revue comme la Revue du Praticien, qui est notre principale revue de formation, on a aujourd'hui une hausse de 70% des abonnements digitaux à la Revue du Praticien. Et donc je pense effectivement qu'on a aujourd'hui un outil à notre disposition grâce au digital qui va nous permettre d'enrichir comme jamais l'offre pédagogique comme support à la formation. Par exemple, quand autrefois on faisait une très belle monographie sur une pathologie donnée, on avait le descriptif en texte pour expliquer un geste technique qu'aujourd'hui on va montrer en vidéo. Donc ça n'a plus du tout la même valeur et je crois aujourd'hui effectivement qu'il y a donc une vraie opportunité pour nous de transformation d'une entreprise de presse professionnelle grâce au digital. Alors par rapport à ce qu'a dit Mathieu Faure il y a quelques minutes sur l'importance de cette formation au niveau de la santé numérique, quelles est, à votre avis, Alain, les conditions pour que ces professionnels de santé que vous venez d'évoquer se l'approprient? Vous avez parlé d'une difficulté de massification, enfin de diffusion. Qu'est-ce qui va permettre à ces acteurs de santé de s'approprier la santé numérique? Je crois qu'il y a un phénomène qui va compter pour beaucoup dans les mois et années qui viennent. C'est effectivement cette envie des professionnels de santé eux-mêmes. Et là, on ne parle plus de communauté, je dirais par métier, mais c'est effectivement cette envie de travailler ensemble, ce qu'on appelle la pluriprofessionnalité. Et on voit notamment dans ce qui est d'ailleurs le mode de travail à l'hôpital ou en clinique privée, mais qui n'était plus la norme, qui n'était pas la norme en médecine de ville. Et aujourd'hui, on voit effectivement les jeunes, mais aussi les moins jeunes, se regrouper des compétences à travers des métiers qui s'associent entre eux pour assurer justement cette prise en charge du parcours de ces patients qui, pour l'essentiel, sont maintenant des patients chroniques. Avec le vieillissement de la population, avec effectivement des maladies qui sont devenues chroniques sur des échelles de temps extrêmement grandes, on ne peut les prendre en charge, ces patients, de manière assumée et qualitative qu'en s'organisant entre nous, professionnels de santé. Et pour ça, effectivement, il y a un changement des habitudes avec la recherche de solutions pour optimiser ces parcours. Et là, effectivement, le digital est un outil essentiel. Donc je crois effectivement que par ce phénomène de regroupement, de pluriprofessionnalité, il va y avoir une appropriation beaucoup plus rapide de ces solutions digitales que par le passé. Merci Alain pour votre retour. Donc Mathieu, vous disiez sur le site de Genius, on peut retrouver donc les détails de l'AMI que vous avez présenté. Je crois également, Vassigna, qu'il y a eu un bel article, une nouvelle fois, de TIC Pharma. Vous êtes décidément incontournable. C'est étonnant. Qui en a parlé. Merci à tous les deux d'avoir parlé de ce sujet important. Merci encore Alain pour votre soutien pour le relais. Avec également votre confrère de Vidal. Je trouve que c'était important que les acteurs qui sont en contact avec les problèmes de santé s'approprient ce sujet. Donc merci encore à vous.